Bonjour, bienvenue à tous et toutes à cette conférence, en fait notre deuxième conférence mensuelle de l'année. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jean-Marc Daigle avec nous et qui travaille, en fait, qui est un professionnel scientifique et biostatisticien à l'INES, donc l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Donc aujourd'hui, on a la chance qu'il va nous présenter une conférence sur le portrait de l'utilisation des soins et services de soutien à domicile par les personnes en fin de vie au Québec entre 2013 et 2018. C'est un rapport qui avait été publié, si je me rappelle bien, en décembre 2021. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci, M. Daigle, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, François. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter ce midi les résultats des travaux que l'INES a réalisés, qui sont en fait un portrait de l'utilisation des services de soutien à domicile auprès des personnes en fin de vie au Québec pour la période 2013-2018. C'est un mandat qui nous a été adressé par la Commission sur les soins de fin de vie et que vous pouvez retrouver sur le site même de l'INES dans la section publication, comme François l'a dit tout à l'heure. Donc, ce travail, je ne l'ai pas fait seul, bien évidemment. Il a été réalisé sous la direction de Catherine Truchon, qui est la directrice de l'évaluation de la pertinence des modes d'intervention en santé à l'INES. C'est un projet qui a été coordonné par Véronique Gagné. Et puis, je tiens à souligner le travail de mes collègues Éric Tremblay et Delphine Bosson-Réauteur qui ont tous prêté main forte pour la réalisation de cet état des pratiques sur la question des soins à domicile chez les personnes en fin de vie. Alors, le plan de la présentation que je vous propose ce midi va comme suit. Je vais d'abord vous exposer l'objectif général et la période à l'étude. Ensuite, on va discuter un peu des éléments méthodologiques qui ont été importants dans la réalisation de ce travail. Puis, on va faire un tour des principaux résultats. Je vais ensuite revenir sur une petite discussion à propos des limites et des enjeux rencontrés et certaines pistes de réflexion. Et puis, on va terminer avec vos commentaires et vos questions. Donc, l'objectif général était bien sûr de dresser un portrait de l'utilisation des services de soutien à domicile qu'on va appeler SAD entre 2013 et 2018 chez les personnes, chez les adultes, donc chez les personnes de 18 ans et plus, qui sont susceptibles de recevoir des soins palliatifs de fin de vie. Je veux dire aussi que nos travaux sont complémentaires à ceux que l'INSPQ ont réalisés et qui ont été publiés tout récemment. Donc, eux autres, ils ont publié une mise à jour d'indicateurs de soins palliatifs pour la population adulte. Des indicateurs qui couvraient déjà les thématiques urgence en fin de vie, séjour hospitalier dans le dernier mois, soins reçus lors de l'hospitalisation qui mène au décès, et aussi sur les actes interventionnistes en fin de vie. Nous, à l'INES, on s'est intéressé à la sphère qui touche les soins à domicile. Donc, l'ensemble de ces travaux-là, dans le fond, se complètent bien l'un et l'autre. Je veux aussi attirer votre attention sur la période à l'étude. Bon, 2018, c'est déjà quand même assez loin. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi on a arrêté à cette année-là. Je pense que c'est important de répondre à cette question-là d'entrée de jeu parce qu'on utilise en fait le fichier des décès, qui est une banque de données que le ministère de la Santé est le propriétaire et pour laquelle les collectes de données se fait principalement par le bulletin de décès, donc le formulaire SP3 que vous connaissez peut-être, puis qui sert notamment à des fins de surveillance de l'état de santé de la population. Bien, au moment où on a réalisé l'étude, où on a extrait les données, l'année 2018, c'était la dernière année disponible. Puis, comme vous pouvez voir, bien, il y a quand même un très grand retard dans la disponibilité de ce fichier, si bien qu'on dispose des informations que quelques années qui suivent sa fermeture. C'est important aussi de prendre quelques instants pour voir que, bon, ici, on a un portrait descriptif, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Un portrait qui est centralisé sur les services rendus à domicile et non sur la trajectoire du patient au fil du temps, parce qu'il est tout de même assez difficile avec les banques de données administratives de suivre un même individu à travers ses milieux de vie puis à travers son continuum de soins. En fait, ce qu'on va chercher à savoir, ce qu'on veut savoir par le portrait actuel, c'est qui a utilisé les services de soutien à domicile, dans quelle proportion est-ce que les personnes en fin de vie ont utilisé ces services, c'est quoi les caractéristiques des utilisateurs, puis évidemment, bien, quels soins ont été rendus, de quelle façon, à quel moment, donc quel intervenant a effectué ces soins. C'est quoi la nature des interventions, à quelle fréquence, on va se poser la question, est-ce qu'il y a une intensification à l'approche du décès? Puis enfin, on va regarder le lieu de décès. Donc, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup d'éléments d'information dans un seul portrait descriptif, mais on va prendre le temps de décortiquer chacun de ces aspects-là et de regarder les résultats en profondeur dans la suite de la présentation.
D'abord, comme source d'information, ici, c'est tout simplement un petit schéma qui vous montre notre façon d'aller capturer, donc d'aller capter toute l'information qui est disponible à l'INES pour réaliser un état des pratiques comme celui-là. Donc, on a d'abord des données scientifiques pour lesquelles on a fait une revue sommaire de la littérature. Donc, ça nous a permis d'identifier des indicateurs ou des variables de mesure, si on veut, qui sont importantes en fin de vie. Donc, entre autres, les indicateurs de l'INSPQ que vous connaissez peut-être et qui ont fait l'objet d'une mise à jour récemment, comme je le disais tout à l'heure. Il y a aussi des données contextuelles qui eux, reposent sur les banques de données clinico-administratives qui nous apportent, dans le fond, des renseignements importants. Donc, nous, on va chercher à connaître et à exploiter tout le potentiel de ces données-là dans le portrait. Et on a aussi toute l'information expérientielle, donc le savoir expérientiel qui est apporté par la consultation d'un comité consultatif qui est formé de cliniciens qui nous ont accompagnés tout le long de ce travail-là, pour lequel il y a eu plusieurs rencontres. Maintenant, l'univers des données, ici, mon objectif, ce n'est pas de vous expliquer en long et en large tout ce qui se rapporte à l'univers des données clinico-administratives, parce que c'est quand même un univers assez particulier. Mais je veux quand même que vous ayez un petit aperçu des banques de données qui nous sont accessibles à l'INES. Donc, à l'INES, on a une entente tripartite avec le ministère de la Santé et la RAMQ, ce qui nous permet d'exploiter des grandes banques de données provinciales dont soit le ministère ou la RAMQ en sont propriétaires. Puis ces banques-là, mais comme vous pouvez le voir dans le bas de la diapo, donc, sont dotées d'un identifiant unique, ce qui nous permet, nous, de pouvoir faire le jumelage de ces banques-là, puis de pouvoir suivre un individu à travers le continuum de soins. Puis comme vous pouvez voir, il existe une multitude de banques de données, de registres, de sources d'informations. Il y en a qui recueillent de l'information sur l'utilisation des services. Donc, les paiements à l'acte, les prescriptions de médicaments, les hospitalisations, et ainsi de suite. Puis il y a des registres aussi, entre autres le registre des décès qui nous a été très utile dans la réalisation de ce travail-là. Pour le projet sur les soins palliatifs, on n'a pas utilisé toutes ces banques-là, fait que je vais enlever celles qu'on n'a pas eu de besoin. Donc, pour garder que les principales banques qui ont vraiment été nécessaires pour la réalisation de ce travail. Puis je vous dirais que la plus importante pour les soins à domicile, c'est celle sur les services en CLSC, que l'on appelle la banque ICLSC pour intégration CLSC. Population à l'étude des variables d'intérêt. C'est important ici de prendre le temps je vais prendre le temps de bien poser les bases méthodologiques du projet pour que vous compreniez bien notre façon de faire. C'est important pour la suite des choses, puis pour bien comprendre les résultats qui s'en suivent. Donc, la première chose, le point de départ, c'est d'identifier la population à l'étude, c'est-à-dire les personnes de 18 ans et plus qui sont décédées. Donc, nous, on a choisi une période de 3 ans, donc qui s'étale du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Et puis, c'est le fichier des décès qui nous a permis de constituer une cohorte d'environ 193 000 personnes pour ces 3 années-là. Donc, 193 000 adultes qui sont décédés au cours de ces 3 années-là. Ça représente environ 65 000 décès par année chez les 18 ans et plus. Puis, on n'a pas le choix à l'heure actuelle de partir du décès puis de remonter en amont de façon introspective pour déterminer quelles sont les personnes qui peuvent être susceptibles de pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Ça, c'est pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'indicateur clair. Ce n'est pas facile dans les banques de données. En fait, ce n'est pas possible d'identifier clairement les personnes qui sont en soins palliatifs de fin de vie à partir d'une cohorte prospective que l'on pourrait suivre dans le temps. Donc, on n'a pas cette information de façon directe dans les données. On ne sait pas à quand remonte le diagnostic de l'individu, ni à quel moment les patients vont passer d'une phase curative à une phase palliative. Alors, comment qu'on s'y prend? Et on s'est basé sur une méthodologie qui est tout de même bien documentée dans la littérature, qui est aussi une méthode qui est utilisée par l'INSPQ. Donc, on a formé 3 profils d'individus qui correspondent en fait à leur trajectoire clinique de fin de vie. Avec ces 3 trajectoires, on a donc un sous-ensemble qui représente environ 70 % de l'ensemble des décès. En fait, ce qu'on exclut essentiellement, ce sont les décès par cause accidentelle et les traumatismes. Donc, vous pouvez voir dans le diagramme circulaire, on a une première trajectoire qui est définie par les maladies dites terminales, qui inclut les personnes décédées des suites d'un cancer, par exemple. Puis, cette trajectoire-là représente un peu moins de la moitié, soit environ 47 % de la population retenue.
On a ensuite une deuxième trajectoire que l'on appelle insuffisance organique avec environ le tiers des personnes, 34 puis là, ça inclut principalement les personnes qui sont décédées d'une maladie de l'appareil circulatoire ou respiratoire. Puis enfin, la dernière trajectoire qui rassemble les conditions qu'on va dire de fragilité avec environ 18 de la cohorte, qui inclut cette fois-là les maladies du système nerveux, des organes des sens et certains troubles mentaux et du comportement. Je vais vous montrer une petite illustration théorique, dans le fond, qui est associée au déclin fonctionnel de ces trois trajectoires-là. C'est théorique, là. On sait qu'en pratique, c'est variable d'un individu à l'autre, mais on peut voir, par exemple, que les personnes avec un cancer, eux, ont plutôt une trajectoire qui montre une évolution progressive de la maladie, puis dont la phase terminale est relativement claire et prévisible. Tandis que les personnes de la trajectoire insuffisance organique, ils suivent généralement un déclin plutôt graduel, trajectoire qui peut être ponctuée par des épisodes de détérioration aiguë et certains moments de récupération. Et on voit que la mort est parfois soudaine et inattendue. Et puis, les personnes qui sont aux prises avec une fragilité physique ou cognitive, là, ils ont un déclin graduel, souvent prolongé, qui est plus typique, dans le fond, chez les personnes âgées, fragilisées ou chez les patients qui présentent une maladie neurodégénérative. Je vous rappelle que nous, les patients, sont classés dans l'une ou l'autre de ces trois trajectoires-là, puis uniquement une trajectoire à partir de la cause de décès. Donc, on sait qu'en réalité, le patient pourrait appartenir à deux trajectoires, mais nous, notre méthodologie, la façon qu'on a la bonne information sur la cause de décès, mais le patient a été classé dans seulement une de ces trajectoires-là. Je vais revenir à la diapo où j'étais tout à l'heure. Donc, avec ces trois trajectoires-là, on a en les mains, dans le fond, une cohorte de personnes qu'on dit susceptibles de bénéficier de soins palliatifs et de fin de vie. Puis nous, on s'est intéressé aux services de soutien à domicile chez les personnes en fin de vie. Par soutien à domicile, j'entends à la fois les soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé, médecin, infirmière ou autre intervenant de la santé, mais aussi de l'aide à domicile, des soins d'assistance personnelle et d'aide domestique qui ont été apportés en soutien aux patients et qui sont aussi essentiels pour le maintien à domicile. Puis là, il nous a fallu choisir une période de temps, une fenêtre de temps pendant laquelle ces personnes auraient pu recevoir des soins à domicile. Nous, on a choisi une fenêtre de 3 ans qui précède le décès pour pouvoir documenter le soutien à domicile chez ces personnes. Donc, c'est pour ça qu'on couvre une période qui va de 2013 à 2018. Donc, les patients qui sont décédés en janvier 2016, par exemple, on va remonter jusqu'au tout début de 2013 pour pouvoir chercher vérifier s'ils ont eu des soins à domicile. Et comme je l'ai dit, on utilise le fichier ICLSC. Puis avec cette banque de données-là, c'est tout de même particulier. Là, avant 2013, la qualité du fichier était beaucoup moins bonne. Donc, la qualité n'était pas au rendez-vous. Et puis, il y avait aussi des problèmes de jumelage. Donc, on n'était pas nécessairement capable de jumeler la banque ICLSC avec les autres banques de données. Donc, au final, on a ici environ 97 000 individus qui ont reçu à un moment ou à un autre un ou plusieurs services de soutien à domicile durant cette fenêtre de 3 ans qui précède leur décès. Donc, parmi les 135 000 individus susceptibles de bénéficier de soins palliatifs, les 97 000 représentent 72 qui ont reçu des soins médicaux de l'aide à domicile durant cette période. Puis là, 72 qui en ont reçu, vous comprendrez que c'est aussi 28 qui n'en ont jamais reçu, du moins pas parce qu'il est documenté avec l'information qui est colligée dans la banque ICLSC. On travaille avec des données administratives. Donc, pour le 28 des patients, il n'y a aucune information qui est reliée à des soins à domicile reçus. C'est important aussi de prendre un peu de temps pour expliquer en quoi consiste exactement le fichier ICLSC parce que c'est la banque de données principale pour réaliser ce travail-là. Les renseignements sur les soins prodigués à domicile, avec le fichier ICLSC, sont conçus entre autres pour gérer les interventions cliniques des intervenants en santé des centres locaux de services, donc les CLSC, et aussi certaines cliniques ambulatoires de centres hospitaliers. Donc, ça nous donne l'information sur les services rendus aux usagers en première ligne, donc qui ont une mission CLSC. Ça nous permet, nous, de savoir quels sont les soins et services que ces personnes ont reçus, notamment à domicile.
comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas accès au dossier patient. On utilise des banques de données clinico-administratives qui sont conçues davantage à des fins de gestion et pas vraiment pour la recherche, même si on fait un peu de recherche avec, là. Donc, ça nous a permis d'amorcer un travail exploratoire avec l'ICLSC pour le ministère de la Santé. Donc, nous, à l'INES, c'est notre première expérience de travail avec cette banque-là, en fait, sur les soins palliatifs. Là. Puis, c'est une banque de données qui est tout de même récente, comparativement aux autres banques qui existent depuis plusieurs années. Donc, ça nous a permis de connaître les principales variables qui pouvaient être utilisées, puis également de pouvoir explorer c'est quoi les limites de ces variables. Donc, c'était possible de faire des indicateurs avec ce fichier-là. Puis je vous ai mis aussi quelques informations importantes dans les encadrés de droite. Donc, la première chose, vous avez le lieu de dispensation des soins. Donc, les interventions sélectionnées devaient être associées à un lieu où les intervenants se déplacent pour effectuer leurs interventions. Donc, comme on a notre focus sur les soins à domicile, on a bien sûr le domicile indépendant, donc le domicile privé de la personne. On a aussi les résidences privées pour aînés, les RPA, les ressources intermédiaires, qui sont des milieux de vie qui offrent des services adaptés aux personnes, et les ressources de type familial. Ensuite, le deuxième élément, c'est le profil d'intervention. Donc, dans ICLSC, on a un profil d'intervention où chaque personne qui reçoit du soutien à domicile est étiquetée selon un profil bien particulier. Donc, c'est comme une étiquette administrative, dans le fond. Puis il faut penser qu'il est possible qu'il y ait une transition d'un profil à l'autre au cours de l'évolution de la maladie. Par exemple, entre le profil perte d'autonomie lié au vieillissement et le profil soins palliatifs, le patient peut basculer d'un profil à l'autre au cours du temps. Donc, nous, sur la base de la pertinence de ces profils d'intervention-là, puis avec l'aide du comité consultatif, on a sélectionné les profils qui étaient en lien avec les services de soins palliatifs, bien évidemment. On a sélectionné les services de perte d'autonomie liés au vieillissement, les services psychosociaux et certains autres services de santé physique. Donc, tous les autres profils d'intervention ont été exclus, donc n'ont pas fait l'objet d'une recherche. Et puis, notre troisième élément, c'est le type d'intervenant, c'est-à-dire qui a effectué l'intervention. Là, on retrouve bien entendu des médecins, des infirmières, travailleurs sociaux, auxiliaires familiaux et autres professionnels de la santé tels que ergothérapeutes, physiothérapeutes, nutritionnistes et inhalothérapeutes. Un dernier point sur ICLSC aussi, comme je l'ai dit, c'est une banque administrative qui est utilisée pour la gestion. Donc, on a pu constater qu'il y a très peu de médecins et d'infirmières spécialisés qui apportent leurs interventions dans la banque de données. Donc, on peut penser qu'il y a en fait, on le sait, il y a une sous-déclaration très importante des interventions qui est faite par les médecins et par les IPS, puisqu'ils ne sont pas tenus d'inscrire leurs interventions dans cette banque-là. En fait, ils utilisent plutôt le DME, le dossier médical électronique. Puis on peut penser aussi que les interventions qui sont colligées par les autres intervenants ne sont peut-être pas toujours uniformes d'une fois à l'autre. Donc, c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on va regarder les résultats, parce que ce n'est pas une banque qui est parfaite. Mais quand même, ça nous a permis de faire un bon travail exploratoire. Passons maintenant au vif du sujet. Donc, pour les principaux résultats, donc, on a regardé une multitude de choses, mais je vais vous présenter aujourd'hui les principaux constats qu'on a pu dégager avec toute l'exploration, le forage de ces données-là. La prévalence selon la trajectoire. Donc, lorsqu'on regarde la prévalence des personnes qui ont reçu du SAD, on a vu au global tantôt que ça se situait autour de 72 %. Mais ici, on peut voir qu'il y a une variation selon la trajectoire de fin de vie. Et puis, c'est pour les cancers que la prévalence est la plus élevée, avec 77 %. Et c'est un peu plus faible, donc environ 10 % de moins chez les personnes des autres trajectoires. Donc, ça, c'est un premier constat. Donc, on va avoir ces résultats-là en tête pour la suite des choses. Maintenant, si on regarde la prévalence selon l'âge. Donc, avec une stratification par âge, là, on voit que, je vais attirer votre attention sur la trajectoire insuffisance organique, là. On voit qu'il y a vraiment un gradient. Donc, on voit une augmentation considérable de l'utilisation des soins à domicile pour des âges plus avancés. Ici, on passe à environ 30 % chez les 18-39 ans à plus de 75 %, donc 3 patients sur 4 chez les 80 ans et plus.
Puis pour maladies terminales, donc les cancers, c'est un peu moins évident, ça demeure tout de même assez élevé. C'est plutôt entre 72 et 83 selon le groupe d'âge. Puis enfin, mais pour la trajectoire fragilité, c'est aussi assez stable d'un groupe d'âge à l'autre, avec une prévalence qui est par contre toujours sous la barre des 70 %. Maintenant, on a regardé aussi la prévalence de l'utilisation du SAD selon la région socio-sanitaire. Donc, si on se rend compte que, mis à part les régions du Nunavik et des terres criées de la baie James qui ont une particularité bien évidente, là, les prévalences les plus faibles sont observées dans la région de Montréal, la capitale nationale, avec 66 % pour Montréal, 70 % pour la capitale nationale. Et puis, on retrouve des prévalences plus élevées dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles de Madeleine. Donc, on peut penser que c'est peut-être multifactoriel. Donc, entre autres, on peut penser à l'organisation des soins ou l'accessibilité aux établissements qui peut peut-être avoir une influence. Mais encore une fois, on est dans une étude descriptive, donc on va rester sur le factuel. Le but ici, ce n'est pas de chercher des explications ou de rechercher des causes, là, mais tout de même, on a quand même des éléments d'information qui sont intéressants ici. Ensuite, si on regarde l'évolution de l'utilisation du soutien à domicile dans les années qui ont précédé le décès. Bon, on observe au global, donc dans la colonne de droite, que la proportion des personnes qui ont eu recours à du SAD augmente à mesure que l'on s'approche du décès. Ça se situe à environ 46 % dans la troisième année qui précède le décès pour passer à 86 % au cours de la dernière année de vie. Cette observation est encore un peu plus accentuée chez les personnes qui sont décédées d'une maladie terminale, puis de façon un peu moindre chez les gens qui sont décédés d'une insuffisance organique. Puis pour les gens de la trajectoire fragilité, ben c'est l'inverse. On voit que la prévalence du soutien à domicile était plus élevée dans la troisième année qui précède le décès, puis ça a diminué dans la dernière année de vie. Maintenant, graphiquement, ici, je vous propose une analyse un peu plus fine de l'utilisation du soutien à domicile au cours des mois qui ont précédé le décès. Donc, on voit très bien que la proportion des gens qui ont utilisé les soins à domicile durant la troisième à la deuxième année avant le décès était plus élevée dans le cas d'insuffisance organique et la fragilité, et que cette utilisation était plutôt stable durant ce 2 ans. Du 36e mois au 12e mois, on voit que c'est relativement constant. Mais le portrait, il change complètement dans la dernière année de vie. L'apport des soins à domicile chez les personnes avec une maladie terminale, un cancer, ça connaît une progression vraiment importante, puis on voit une accentuation marquée dans les tout derniers mois de vie. Ça dépasse même ce qu'on observe dans les autres trajectoires. Puis on va même jusqu'à observer un léger déclin. C'est minime, mais quand même, il y a un petit déclin dans le dernier mois de vie pour les trajectoires insuffisance organique et fragilité. Maintenant, le lieu de dispensation du soin. Comme je l'ai dit tantôt, on avait accès à plusieurs lieux de dispensation, mais nous, on s'est intéressé aux 4 grandes catégories qu'on pouvait documenter, donc le domicile indépendant, les RPA, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. Ici, les ressources de type familial ne sont pas présentées dans la figure pour alléger un peu le tout parce que, dans le fond, elles étaient très, très peu représentées. Il faut faire attention ici aussi parce que les pourcentages qui sont calculés, ben, c'est des pourcentages qui ne sont pas mutuellement exclusifs, c'est-à-dire que les gens pouvaient être relocalisés à un autre milieu de vie au cours du suivi, ce qui explique que les pourcentages ne sonnent pas à 100 %. Mais tout de même, ce qu'on peut observer, ce qui nous saute aux yeux, c'est que la plupart des gens qui ont reçu des soins, c'était dans le domicile privé, le domicile indépendant. Particulièrement chez les personnes avec un cancer. Donc, on a 97 % là, pour la barre qui est en bleu. Et puis, on remarque aussi que chez les personnes qui sont décédées d'une fragilité, ben, c'est un peu différent en fait. Hein? On voit qu'il y a une plus forte proportion, sont en plus forte proportion à avoir reçu du soutien à domicile dans les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires comparativement aux gens des autres trajectoires. Ensuite, si on regarde le nombre d'interventions effectuées,
Donc, au bas de la figure, vous avez le total sur les 3 ans qui précèdent le décès, puis vous voyez qu'il y a eu en tout 10,4 millions d'interventions à domicile chez ces personnes-là. Puis on remarque que le nombre d'interventions augmente de la 3e année à la dernière année de vie, où là, il y a une plus forte concentration des soins à domicile. Donc, on passe de 2,3 millions à la 3e année, donc entre 24 et 36 mois, à 3,1 millions entre le 12e et le 24e mois. Puis, on est pratiquement à la moitié des interventions, donc 4,9 millions sur un total de 10,4, donc qui ont été réalisées uniquement dans la dernière année de vie. Donc, on voit qu'il y a vraiment une concentration des interventions qui se fait vraiment dans la dernière année. Et on voit que l'augmentation est encore plus importante dans la dernière année pour la trajectoire cancer en bleu. On a quelques 1,9 millions sur les 0-12 derniers mois, sur un total de 3,2 millions, ce qui fait environ 60%. C'est aussi pour eux que, en fait, c'est beaucoup moins important dans la 3e année qui précède le décès, où on a seulement 0,5 millions, donc 500 000 interventions. C'est très, très faible ici dans la 3e année qui précède le décès. Maintenant, toujours avec une analyse un peu plus fine, parce que les nombres totaux d'intervention, c'est bien pour mesurer l'ampleur de tout ça, mais concrètement, ça représente quoi? Ben, ça représente environ entre 6 et 16 interventions en moyenne par mois. Donc, graphiquement, on voit bien que l'augmentation est graduelle. On voit bien une augmentation graduelle de la prestation des soins à domicile à l'approche du décès. Mais ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que c'est davantage les personnes en fragilité qui reçoivent des interventions mensuelles comparativement aux autres trajectoires. Parce que la courbe est toujours au-dessus de la trajectoire cancer et insuffisance organique. Puis il y a aussi cette cassure soudaine qui apparaît dans le dernier mois de vie chez les personnes avec fragilité et insuffisance organique, ce qui pourrait peut-être témoigner d'un passage définitif vers un CHSLD ou une hospitalisation définitive, par exemple. Maintenant, si on revient à l'utilisation des profils d'intervention qui existent dans les CLSC, donc comme je l'ai dit tantôt, les profils d'intervention, c'est un peu comme des étiquettes administratives. On voit au global que les 2 profils les plus souvent utilisés sont le profil perte d'autonomie lié au vieillissement avec 45 %, donc 44,8 %, et les services en soins palliatifs avec environ 27 % des gens. Par contre, les personnes avec maladie terminale, on voit qu'ils ont majoritairement reçu des interventions sous le profil soins palliatifs, alors que c'est surtout le profil perte d'autonomie lié au vieillissement que les personnes des 2 autres trajectoires ont reçu. Donc, une autre observation importante qui concerne la dernière ligne du tableau, on voit que le profil des services psychosociaux généraux est très peu utilisé. Puis là, il faut faire attention, ce n'est pas parce que le profil d'intervention service psychosocial n'est pas utilisé que les personnes n'ont pas obtenu ces services. C'est juste qu'ils n'ont pas reçu l'étiquette de profil psychosocial. Donc, on va le voir à la prochaine diapo que ces personnes-là ont tout de même pu recevoir des services d'ordre psychosocial. Ça, on fait ça en regardant les centres d'activité qui correspondent en fait au type d'intervenants qui ont effectué les soins à domicile. On remarque d'abord qu'au global, ce sont les soins infirmiers qu'on retrouve le plus souvent, avec 91 % des personnes, suivis par les services psychosociaux, comme je le disais, avec un bon 54 % des personnes qui en ont reçu. Vient ensuite les services d'ergothérapie et de physio, et ainsi de suite. Puis, à la dernière ligne du tableau, on retrouve aussi des soins qu'on va dire non médicaux, en fait, qui représentent l'aide à domicile régulière avec 39 % des personnes. Et puis, lorsqu'on regarde spécifiquement chacune des trajectoires, mais là, il y a vraiment des particularités qui se dégagent de ça. Donc, en maladie terminale, ces personnes ont davantage bénéficié de soins infirmiers, tandis que les personnes en fragilité, les soins infirmiers sont quand même aussi importants, mais on voit apparaître une plus forte proportion de personnes qui ont reçu des services psychosociaux, d'ergothérapie et d'aide à domicile. Pour les personnes en insuffisance organique, on voit que, par exemple, les inhalothérapeutes sont tout de même très sollicités.
Puis là, je veux juste attirer votre attention sur les activités médicales et les services de santé courants. Donc, les activités médicales qui sont environ 2 c'est là qui est représenté les interventions qui sont faites par les médecins. Donc, comme je vous ai mentionné plus tôt, ils ne sont pas tenus de documenter leurs interventions dans la banque ICLSC, puis on le voit très bien ici avec à peine 2 là, on sait que ce n'est pas le reflet de la réalité. Et puis, les services de santé courants, bien là, ce sont les IPS qui sont dans ce centre d'activité-là. Puis on voit que pour eux aussi, c'est très faible à cause de la sous-représentation. Et puis enfin, on va terminer avec les résultats sur le lieu de décès. Donc, j'attire d'abord votre attention sur le bas de la figure. D'abord, au total, chez les personnes qui ont reçu des services de soutien à domicile, on voit qu'environ 10 des décès sont survenus à domicile. Donc, c'est un pourcentage qui est très comparable aux résultats de l'INSPQ, qui, eux, l'ont mesuré chez l'ensemble, ils ont mesuré ça pour l'ensemble des personnes qui étaient susceptibles de bénéficier de soins palliatifs. Donc, le fait d'avoir reçu du SAD ou non, ça ne change pas vraiment la proportion, puisque nous aussi, c'est environ 10 On observe quand même une proportion plus faible chez les personnes de la trajectoire fragilité qui seraient décédées à domicile, avec seulement 5,9 Puis les personnes avec fragilité, mais on peut voir que, dans le fond, la répartition des décès est en très, très grande proportion dans les CHSLD et autres centres d'hébergement, avec 60,4 de ces patients-là. Pour ce qui est des décès à l'hôpital, on voit qu'ils sont davantage concentrés dans les trajectoires cancer et insuffisance organique, avec un peu plus de la moitié des décès. Et puis ce sont des décès qui ont eu lieu généralement dans les 72 heures qui suivent l'admission. Ensuite, il y a les décès à l'urgence qui sont aussi très importants chez les personnes, un peu plus importants chez les personnes avec insuffisance organique, avec 7 des patients. Et une dernière chose, dans le haut du graphique, on voit une proportion assez importante de décès, donc 19 chez les personnes avec cancer, qui ont lieu hors domicile ou dans une installation qui est en dehors du réseau. Puis là, il pourrait s'agir des décès en maison de soins palliatifs qui, pour la grande majorité, ne figurent malheureusement pas dans les banques de données provinciales. Puis on sait que ces maisons sont encore fréquemment qu'accessibles qu'aux personnes en fin de vie qui présentent un cancer. Donc, le 19 pourrait représenter ces décès-là. Maintenant, en conclusion, pour aller un peu plus loin, c'est important pour moi de dire, en fait, notre souhait à l'INES, c'était que ce portrait permette de poser une première assise au regard de la compréhension et de l'amélioration de l'offre de soins palliatifs et de fin de vie à domicile. Le but ici, c'est d'éclairer la réflexion sur la mise en place d'indicateurs de suivi en soins palliatifs pour pouvoir amener une analyse en continu, une analyse qui est peut-être plus structurée ou harmonisée avec le réseau. Ça rejoint aussi le souhait du ministère de la Santé de pouvoir le faire par l'entremise d'un futur observatoire national sur les soins palliatifs et de fin de vie. Il y a quelques éléments qui méritent d'être soulignés, des éléments importants. Bon, d'abord, il y a la capacité de repérer aisément dans les banques de données provinciales les personnes en fin de vie. C'est un des principaux défis constatés. Comme je l'ai dit plus tôt, on travaille sur une cohorte de patients qu'on dit susceptibles de bénéficier de soins palliatifs parce qu'on utilise un devis rétrospectif avec comme point de départ le décès, puis on remonte dans le temps. Puis on regarde si ces personnes ont reçu du soutien à domicile en fin de vie. Donc, c'est une approche qui est tout à fait correcte, mais qui est, dans le fond, qui est utilisée un peu par défaut parce que ça aurait été bien de pouvoir identifier clairement les personnes en soins palliatifs de fin de vie à partir d'une cohorte prospective, puis de faire un suivi longitudinal, mais on n'a malheureusement pas cette information dans les banques de données. On ne sait pas à quand remonte leur diagnostic, ni si les patients, à quel moment ces patients passent de la phase curative à la phase palliative. Puis pour mieux faire le repérage des personnes en fin de vie dans les données provinciales, on peut penser à l'attribution d'un code spécifique qui est dédié aux soins palliatifs. Puis on sait que ça se fait ailleurs. Par exemple, l'Australie a recommandé l'utilisation d'un code diagnostique pour identifier les patients en soins palliatifs. Ce code, il existe déjà dans la classification internationale des maladies, la CIM-10, avec le code Z51.
qui pourrait être utilisé en diagnostic secondaire comme information complémentaire au diagnostic clinique de la maladie lors d'une hospitalisation ou d'une consultation auprès de médecins. Donc, ça pourrait être utile, ce code-là pourrait aussi être utilisé avec les données québécoises pour repérer plus facilement ces patients-là. On peut penser aussi au niveau de soins qui figure parfois au dossier du patient, qui pourrait être un bon indicateur. Ensuite, les résultats du portrait ils ont montré que, dans le fond, le profil d'intervention en soins palliatifs qui est utilisé par les équipes de soutien à domicile des CLSC, mais ce profil-là est souvent attribué aux personnes qui ont un cancer, mais très peu aux personnes en fin de vie dont le pronostic vital est plus difficile à déterminer. Donc, vous savez, on peut penser que l'association à un profil d'intervention donné détermine en partie les interventions à domicile qui seront faites aux personnes référées. Donc, si le profil d'intervention n'est pas modifié lorsqu'une personne est considérée en phase palliative, peut-être que l'offre de soins peut en être teintée. Donc, il apparaît essentiel que les professionnels puissent disposer d'outils cliniques fiables afin d'évaluer les personnes adéquatement en fonction de l'évolution de leurs conditions de vie et de leurs besoins en service. Ensuite, un des points importants aussi, c'est pour la collecte des données de la banque ICLC, ça mériterait d'être consolidé et soutenu afin d'améliorer et d'optimiser la saisie des informations qui s'y trouvent. Je pense à la saisie des informations par les IPS ou les médecins, puis ça pourrait conséquemment avoir une meilleure qualité ou une meilleure fiabilité des résultats puis des analyses qui découlent de ces banques-là. Puis au final, dans l'optique de mieux documenter le parcours de soins des personnes en fin de vie, puis ça, peu importe leur milieu de vie, il y a une réflexion plus poussée qui mériterait d'avoir sur la possibilité de recueillir des informations pour les personnes, pour les profils des personnes et des interventions dispensées en CHSLD et en maison de soins palliatifs, parce qu'il n'y a aucune banque de données qui recueille ces informations-là. Puis on sait que ce sont des milieux où se retrouvent en grande proportion les personnes en fin de vie. Donc, c'est une réflexion qui devrait être amorcée avec l'ensemble des parties concernées et le ministère de la Santé. Donc, c'est les principales limites ou pistes de réflexion pour améliorer l'utilisation des banques de données. Donc, pour moi, ça termine la présentation. On peut maintenant passer à la période de questions et commentaires.